En 1946, parlant à Fulton, Missouri, Winston Churchill parlait de rideaux de fer qui venaient de se baisser dans le centre de l'Europe. Il disait que de Stettin dans la mer Baltique jusqu'à Trieste dans la mer Adriatique, il y avait un rideau de fer, des systèmes autoritaires qui étaient en danger de détruire la démocratie, l'espérance pour la démocratie. Et il me semble que maintenant en Europe, on a une nouvelle manière de rideau de fer. Aujourd'hui, on peut se mettre en voiture, on peut aller de Stettin dans la mer Baltique jusqu'à Trieste dans la mer Adriatique sans jamais échapper à un pays qui est gouverné par des populistes autoritaires. Et après ça, on peut continuer jusqu'à Bari à l'ouest ou jusqu'à Athènes à l'est sans échapper aux populistes non plus. Si on regarde la démocratie la plus vieille, la plus puissante, la plus grande du monde, les États-Unis, elle est gouvernée par un populiste autoritaire. Si on regarde en Amérique du Sud, en Brésil, il y a presque 200 millions de Brésiliens qui vont affronter un nouveau président très dangereux pour leurs institutions. Et c'est la même si on regarde en Turquie, en Inde, ou même dans des membres de l'Union européenne comme la Pologne ou l'Hongrie. Alors ce que je vais faire aujourd'hui assez brièvement, c'est trois choses. C'est premièrement de parler de qu'est-ce que c'est le populisme, pourquoi il présente un vrai échec pour la démocratie libérale. C'est deuxièmement de parler pour un petit moment des causes de cette montée du populisme. Et c'est troisièmement de donner mon analyse, mon perspective sur ce que peuvent faire des citoyens normaux, mais aussi qu'est-ce que peuvent faire des mouvements politiques comme le vôtre pour se battre pour la démocratie libérale. Quand on parle du populisme, c'est parfois pas très clair de quoi on parle. Il y a des populistes de gauche et des populistes de droite. Il y a des gens comme le président des États-Unis, Donald Trump, qui n'aiment pas, qui ne semblent pas, pour le dire de manière assez pas trop claire, qui n'aiment pas trop aimer les musulmans, mais en même temps, il y a quelqu'un comme le président de la Turquie, Recep Erdogan, qui ne semble pas trop aimer tout le monde qui ne sont pas musulmans. Alors, ils n'ont pas ça en commun. Il y a des populistes qui veulent réduire l'État-prévidence, qui sont plutôt à la côté des grandes entreprises, comme Bolsonaro en Brésil. Il y a aussi des populistes comme l'était l'ancien président vénézuélien, qui sont contre les grandes entreprises, qui disent qu'ils veulent aider aux gens pauvres. Parfois, on nomme même des gens populistes juste parce qu'ils parlent de manière assez claire, parce qu'ils ont un style politique assez émotionnel. Je sais que j'ai certains collègues français politologues qui ont nommé Emmanuel Macron populiste, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est un populiste et pourquoi est-ce que c'est un danger pour la démocratie libérale? Pour moi, ceux qui ont en commun tous ces populistes, Donald Trump, Recep Erdogan, Viktor Orban et même Maduro en Venezuela, c'est une vision de la politique. Ce qu'ils disent, c'est qu'à la fin, la politique est assez simple. Que la seule raison pour laquelle nous avons des vrais problèmes politiques, c'est que les élites politiques sont corrompues, que tout le système ne fonctionne pas, que la démocratie représentative est trop compliquée et qu'il faut quelqu'un qui parle vraiment pour le peuple, quelqu'un qui parle pour vous et moi et pas pour ces autres gens que nous n'aimons pas, qui prennent le contrôle et cassent un peu de choses et mettent tout en place. Et la caractéristique vraiment importante dans ça, ce n'est pas juste qu'il dit « à moi, je représente le peuple », ça c'est quelque chose que chaque politicien démocratique fait et doit faire, c'est qu'il dit « moi et juste moi représente le peuple ». Et tout le monde qui n'est pas d'accord avec moi est du coup illégitime, est un ennemi du peuple.
Et une fois qu'un populiste comme ça gagne le pouvoir, il va du coup commencer à dire que l'opposition qui veut peut-être empêcher une certaine loi ne fait pas le travail que l'opposition doit faire dans un système démocratique. Non, ce sont des traîtres. Des juges qui disent peut-être que quelque chose que le gouvernement fait n'est pas légal, que le président ou le Premier ministre est peut-être en train d'élargir son pouvoir d'une manière qui n'est pas légale. Ça n'est pas le fonctionnement normal de notre institution, de notre État de droit. Non, il va dire que c'est les ennemis du peuple. Et alors, au premier stade de ce populisme, ils vont violer les droits des minorités, de tous les gens impopulaires dans l'État. Ils vont abolir les institutions indépendantes. Ils vont, par exemple, dominer les médias publics. Ils vont forcer la vente ou la régulation des médias privés. Ils vont mettre leur propre peuple dans les cours, dans la commission électorale, dans la police. Et alors ceux qui commencent par un échec pour le côté libéral de notre système, ceux qui commencent par un échec pour l'état de droit, pour les droits des individus, les droits de l'homme, les droits des minorités, de manière assez vite, finit par être un échec pour la démocratie même. Parce qu'une fois que le Premier ministre et que le Président contrôlent les médias d'État, les médias indépendants qui ne sont plus indépendants, les cours, la commission électorale, c'est plus possible de remplacer un Premier ministre, un président élu de manière démocratique dans une manière démocratique. Et ici, je ne suis pas en train de parler de quelque chose d'abstrait. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui pourrait juste se dépasser en Venezuela ou qui pourrait juste se passer dans le passé. Non, je suis en train de parler de quelque chose qui s'est passé dans les derniers ans en Europe, pas très loin d'ici. Après la fin de la guerre mondiale, il y avait beaucoup de politologues qui disaient qu'une démocratie qui a changé de gouvernement de manière libre au moins 2 fois, qui a plus ou moins 13 000 € en BIP, serait sûre, qu'on ne devrait plus avoir de peur pour le futur de ces démocraties. Depuis le printemps de cette année-ci, nous savons que ça n'est plus le cas. Parce que l'Hongrie avait eu plus que 2 changements de gouvernement par des élections libres. Elle a un BIP de plus que 13 000 € par an. Et quand même, il y a maintenant un gouvernement dans ce pays qui n'est plus démocratique. L'Hongrie est passée d'être une démocratie libérale à une démocratie illibérale et d'être une démocratie illibérale à avoir quelqu'un qui est peut-être élu, mais qui est en réalité presque un dictateur. C'est ça l'enjeu que nous vivons aujourd'hui. Et alors, pour comprendre comment se battre contre ce phénomène, il faut comprendre les causes de ce phénomène et après ça, réfléchir pour un petit moment sur ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que sont les causes du populisme du coup? Ce qui me frappe, c'est que quand je suis en France, quand je suis en Allemagne, quand je suis aux États-Unis, quand je suis en Norvège, on me dit des causes très très différentes. Chaque pays a son propre narrative, des problèmes des responsables politiques dans ce pays, des médias dans ce pays. Mais si on voit le même phénomène dans tant de différents pays, il me semble qu'il doit avoir des causes partagées. Et pour moi, alors, il y a au moins 3 causes très importantes qu'il faut comprendre et aborder. La première, c'est la stagnation des standards de vie dans beaucoup de pays. Dans la période après la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu la Trente Glorieuses en France, le Wirtschaftswunder en Allemagne, où je suis né. Aux États-Unis, de 1935 à 1960, le standard de vie d'un Américain moyen s'est doublé. De 1960 à 1985, il s'est doublé encore.
Et depuis 1985, il est le même. Et ça fait une grande différence dans la manière dans laquelle les gens pensent la politique. Ce n'est pas qu'il y a 30 ou 40 ans, les Français disaient à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, c'est là où sont les gens les plus moraux, les plus géniaux du pays. Mais ils disaient, à la fin, quelque chose est en train de fonctionner bien. Ma vie est tellement meilleure que la vie que menaient mes parents. J'ai tellement de confiance que la vie de mes enfants sera encore mieux, qu'à la fin, c'est peut-être mieux de laisser les faire. Quelque chose est en train de marcher. Aujourd'hui, je crois que les gens vont dire non, moi, je ne mène pas une vie meilleure de celle de mes parents. Mes enfants vont probablement mener une vie encore pire. Alors, il faut changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Allons à manifester, allons à changer quelque chose parce que ça peut juste devenir pire sinon. Et cette manque de légitimité de base dans une démocratie est un enjeu pour tous les gouvernements. Et on voit ça si on regarde les manifestations des Gilets jaunes à Paris aujourd'hui. Aussi, on regarde la colère, le mécontent en Allemagne, en Scandinavie, aux États-Unis, en Canada. La deuxième cause de la montée du populisme, c'est des changements culturels et démographiques, desquels d'ailleurs nous devrons être fiers. Dans presque toutes les démocraties libérales, il y a 40 ou 50 ans, il y avait encore de la discrimination assez ouverte, du sexisme, de l'homophobie, du racisme qui étaient célébrés dans la société de manière très forte. Pendant les dernières 40-50 ans, ça a commencé à changer. Même si la France, en théorie, avait toujours l'idée qu'être français, ça ne dépend pas du couleur de la peau, je crois que dans la société française, beaucoup a changé dans les dernières 50 ans. Il y a eu beaucoup d'immigration et aujourd'hui, je crois que la plupart des Français acceptent de manière beaucoup plus naturelle qu'ils ont évidemment des concitoyens qui ont leur origine, leurs racines dans le Maghreb, dans l'Afrique, dans d'autres parties de l'Europe. La plupart des Français acceptent qu'il y a beaucoup plus d'égalité entre hommes et femmes, qu'on accepte la homosexualité, etc. Et quand même, il y a aussi des gens qui ont quelque chose à perdre de ces transformations, qui sont désorientés par ces changements démographiques et culturels, qui peut-être être très fiers du fait qu'ils n'étaient pas les plus beaux, les plus riches, les plus influents dans le pays, mais que le fait d'être dans la majorité, d'être des Français de souche, d'être hommes, d'être blancs, leur donnait un statut social qui était un peu plus élevé comparé à ceux d'autres. Et maintenant, une partie de ces gens a peur de ces changements et en colère entre ces changements. Et ça aussi, c'est une des causes du populisme. Et troisièmement, vite fait, il y a évidemment la montée des réseaux sociaux de l'Internet, qui amène au fait qu'il y a beaucoup de gens inspirants, beaucoup de mouvements politiques nouvelles qui peuvent se former de manière très vite et avoir une vraie influence sur un système politique. Vous savez de quoi je parle? Un de ces mouvements est la République en marche. Et ça montre que ça peut avoir évidemment de potentiel très positif. Mais en même temps, le fait qu'il n'y a plus les élites qui peuvent décider qui parle et qui ne parle pas à un public de masse. Le fait que quelqu'un qui dit quelque chose d'émotionnel va être entendu par des millions de gens, si c'est vrai ou non, si c'est de la haine ou non, permet aussi à beaucoup de mouvements antidémocratiques, racistes, radicaux, d'avoir une voix beaucoup plus grande dans le système politique. Et alors, je ne suis pas français, je ne suis pas un membre de ce mouvement, mais permettez-moi, autant qu'observateur de l'extérieur, de dire quelques mots sur qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et à quel point votre mouvement
a eu de succès en faisant ça ou pas. Alors, commençons peut-être avec la nécessité, avec l'urgence d'être très clair sur le plan politique. Ce qui m'a frappé dans les dernières années, c'est que les responsables politiques en presque toute l'Europe ne prennent pas sur sérieux la montée du populisme. Il y a par exemple des partis traditionnels de centre-droit qui ont formé des coalitions avec des partis xénophobes et extrémistes, comme en Autriche. Il y a aussi des partis encore plus modérés, apparemment de centre-droit, qui acceptent que dans le milieu de leur groupement politique dans le Parlement européen, soit toléré Fidesz, la partie d'un dictateur hongrien, Viktor Orban. Il y a des responsables politiques qui nomment, en tant que candidat pour la présidence de la Commission européenne, Manfred Weber, l'homme le plus responsable pour que les conservateurs de l'Europe aient accepté et toléré Viktor Orban comme leur allié pendant les dernières années. Et là, je dois dire que je suis très, très heureux de votre mouvement et de votre président, Emmanuel Macron, parce qu'il a trouvé des mots très, très clairs sur l'enjeu du populisme et le fait que ça doit être la tâche de chaque parti modéré et responsable, et si elle soit à droite ou à gauche, ni l'un ni l'autre, de se combattre contre ces populistes. La deuxième chose, c'est la question culturelle et démographique. Moi, j'ai les parents polonais, je suis né en Allemagne, j'ai fait mes études en Angleterre, je vis aux États-Unis. Le nationalisme ne me vient pas de manière naturelle. Regardant le XXe siècle, je crois que tous de nous savons comment le nationalisme a formé le passé de l'Europe de manière violente et catastrophale. Et en même temps, je dois avouer que j'ai un peu changé mon idée sur l'idée du patriotisme et du nationalisme dans les dernières années. Parce que comme je regarde dans tout le monde, je vois que le nationalisme et le patriotisme est encore un des forces politiques les plus puissantes, les plus importantes du monde. Et alors du coup, pour moi, c'est une bête demi-sauvage. Et si on laisse le nationalisme à soi, ce seront les pires politiciens, les pires gens qui dominent le nationalisme, qui utilisent toute son force pour discriminer les gens, pour commencer des conflits internationaux. Et du coup, pour moi, la réponse, ça n'est pas de laisser le patriotisme à part, c'est de se battre pour un patriotisme inclusif qui reconnaît que cette forme d'identité collective nous peut donner de force, nous peut rendre solidaires un avec l'autre, peut dire qu'on peut être à Strasbourg et voir quelques catastrophes qui sont en train de se passer à Marseille et dire ça c'est mes concitoyens, il faut que je fasse quelque chose pour eux. Mais évidemment, ça doit être un patriotisme inclusif. Un patriotisme qui refuse d'accepter des distinctions entre notre concitoyens sur la base de leur origine, sur la base de leur religion, sur la base de la couleur de leur peau. Et je crois que sur ça aussi, votre mouvement et votre président ont été très clairs. Je me rappelle par exemple du discours qu'Emmanuel Macron a fait à Marseille, où il a remarqué la diversité qu'il était dans cette salle, la longue histoire d'immigration qui a vécu cette ville, et qui a après dit non, mais quand même ce que je vois ici, c'est le peuple de Marseille, c'est le peuple de France. Ça pour moi, c'est un patriotisme inclusif qui est autant plus important qu'on voit le patriotisme exclusif, discriminatoire des populistes comme Donald Trump. Troisième, c'est l'économie. Et là, je crois que ça doit être
une double bataille. Ça doit être une défense de notre système économique, le capitalisme, qui pour tous ses défauts a quand même offert un style de vie à notre génération au monde maintenant qui est beaucoup supérieur au passé. C'est même une défense de libre-échange qui a permis à des milliards de gens à échapper à la pauvreté dans les dernières années. Et évidemment, je crois qu'en France, on a besoin de beaucoup de réformes pour permettre au marché de créer encore plus de richesses pour que les Français puissent avoir un style de vie en montée. Mais en même temps, je crois que c'est aussi très très important que les politiciens et les mouvements politiques donnent aux gens le sentiment d'être en contrôle dans un double sens. Les gens doivent avoir l'impression que moi, je suis en contrôle de ma vie et que l'État va m'aider si j'ai un problème. Que si j'ai travaillé pour 30 ans, je pourrais aller à la retraite et mener une vie correcte. Que si je perds mon travail, quelqu'un m'aidera à m'éduquer, à changer de carrière pour avoir encore une manière de contribuer à notre vie collective. Et deuxièmement, il faut, sur le niveau national, que les gens aient l'impression que le capitalisme et la mondialisation et le libre marché ne sont pas une manière de contraindre leur liberté nationale. Que les politiciens sont capables de s'assurer que les grandes entreprises paient leurs taxes, que les riches ne cachent pas leur argent, que tout le monde fait son contribution à notre vie collective. Et si je regarde, autant que pas expert de la politique française, la dernière année de la présidence et le mouvement des Gilets jaunes, j'ai l'impression que votre mouvement n'a pas encore eu de succès en rassurant les gens que cette deuxième partie est au cœur de la politique que vous menez. Que votre première pensée est de redonner aux gens ce contrôle sur leur vie. Que la France est capable de défendre la mondialisation, mais aussi de la former pour qu'elle aide à la France et ne nuise pas à la France. Le point final, ça me dit time out, c'est bien. Un peu quand même en anglais, hein, je ne sais pas, est-ce que c'est légal dans ce pays d'écrire des choses en anglais encore? Mais je vais juste finir vite fait sur un point qui a aussi une dernière chose qu'on doit faire, tous de nous. Essayer de se rappeler de la nature de notre système politique et de pourquoi il est tellement noble. Nous vivons dans des démocraties libérales. Ce n'est pas libéral dans le sens politique qu'on utilise parfois en France. Nous vivons dans des systèmes de démocratie libérale parce que notre système politique, la République française, a deux buts très très importants. C'est premièrement la liberté individuelle, que tous de nous décident qu'est-ce que nous voulons dire ou pas dire, à quel Dieu prier ou si on ne veut prier du tout, comment mener notre vie privée. Et pour s'assurer de ces valeurs, nous avons besoin des droits de l'homme, mais aussi de l'état de droit. Et deuxièmement, nous vivons dans une démocratie dans laquelle nous, ensemble, décidons de notre politique, et pas un dictateur, pas un prêtre, pas un général de l'armée. Nous, ensemble, décidons de notre sort politique. Et même si ces valeurs sont en échec maintenant, même s'il y a des populistes qui disent d'être plus populaires des autres, qui disent qu'eux, ils parlent vraiment pour le peuple, eux, ils sont des ennemis de ces valeurs. Et à la fin, je reste convaincu que la grande majorité des Français, la grande majorité des Européens, la grande majorité de tous les hommes dans le monde aspirent à vivre dans un système politique qui est libre et qui est, dans ce sens, libéral. Et alors, tous de nous, on a la responsabilité de parler avec notre co-citoyen et de se battre pour ces idéaux. Merci beaucoup.